RFM Midi. Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le journal. Encore une victime des pluies à Ziguinchor, la troisième en 2 semaines. Un enfant de 2 ans retrouvé mort dans une maison sous les eaux à Kafountine. Cela semble invraisemblable, mais c'est la réalité. La région de Thiès ne dispose d'aucune fourrière pour accueillir les épaves des véhicules. Vous entendrez à ce propos le chef du service régional d'hygiène. Mouvement d'humeur au SAMU national, les travailleurs en grève pour 3 jours à compter de demain, mercredi. Le docteur Abdoulaye Bousso va désormais coordonner les urgences sanitaires en Afrique. L'ancien directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire promu par l'OMS Afro. Le khalife général des Mourides parle ce soir, déclaration de Serigne Mountakha Mbacké à 21h30. À suivre l'actualité internationale avec Kana Rocha, les sports et le journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Malal Junior Diagne Sodakia. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. À Ziguinchor, les eaux de pluie font une troisième victime en l'espace de 2 semaines. Un enfant de 2 ans retrouvé mort dans une maison inondée à Kafountine. La famille et les proches sont sous le choc après la découverte du corps sans vie. Difficile de décrire le chagrin qui étrangle les Djemmé établis à Kafountine suite à la découverte du corps flottant de Malik Djemmé, un enfant âgé de 2 ans dans la cour de la maison inondée par les eaux de pluie. La jeune victime aurait profité d'un moment d'inattention de ses parents pour franchir la porte du bâtiment avant d'être précipité dans les eaux. C'est seulement quelques minutes plus tard que les parents, attirés par l'absence de l'enfant, se sont lancés à sa recherche. La découverte fut choquante et le mal était déjà fait. Le corps de la jeune victime a été retiré et les hommes de la brigade de gendarmerie de Kafountine, informés du drame, se sont transportés sur les lieux pour les constats d'usage. C'est la consternation totale chez les Djemmé, encore sous le choc du drame. Cette affaire réactualise le débat sur la situation très préoccupante de plusieurs quartiers de Kafountine sous les eaux depuis quelques semaines. Le maire, débordé par la situation des quartiers de Kafountine, sollicite l'activation d'un plan hors-sec local pour débarrasser des quartiers sous l'emprise des eaux de pluie. Cette perte en vie humaine, il importe le rappeler, porte à 3 le nombre de victimes de moins de 10 ans tuées dans les eaux de pluie à Ziguinchor depuis le début de l'hivernage. Les 2 premières victimes sont aussi des enfants de cantine dont les corps drainés par les eaux de ruissellement ont été découverts dans les rizières de Boutout. Le renforcement des équipements des soldats du feu est aussi une doléance permanente ici. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, la région de Thiès ne dispose pas de fourrière pour accueillir les épaves des véhicules stationnés un peu partout dans les départements. Un constat fait par le chef de la brigade régionale de l'hygiène, le capitaine Idriss Ndiaye, invite les autorités à aménager des sites pour le stockage de ces véhicules. Il était dans les communes de Ngrehor, Sindia et Dias pour sensibiliser les populations sur le danger que constituent ces épaves, mais également le danger des fosses septiques construites dans les rues. Le capitaine Idriss Ndiaye avec Ndeye Matidjenk. Aujourd'hui, nous venons de boucler donc, une tournée au niveau des communes de Ngrehor, de Sindia et de Ndias. Donc, pour lancer vraiment une activité qui consiste à intensifier le contrôle donc, à 2 niveaux. Donc, le premier contrôle, c'est par rapport aux ouvrages d'assainissement qui sont construits sur la voie publique. Donc le deuxième niveau d'activité, c'est par rapport aux véhicules, ce qu'on appelle en droit les épaves. Donc, mais ces 2 activités sont un peu dictées par l'actualité, parce que la semaine passée, il y a eu 3 enfants qui ont péri donc, au niveau de Thiès et qu'on a retrouvé au niveau des fosses qui ont été construites à l'extérieur. Donc ça et là aussi, souvent c'est des enfants qui entrent dans des véhicules en panne et qui décèdent aussi par manque d'oxygène. Donc le constat global est qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'assainissement que nous voyons dans ces différentes communes. Nous avons effectivement des véhicules qui sont un peu stationnés un peu partout dans ces différentes communes. La grande difficulté, c'est qu'aussi il n'y a pas de fourrière en réalité au niveau de la région de Thiès. Donc, mais ces fourrières permettaient vraiment de recueillir tous ces véhicules en panne et qu'on puisse les stocker quelque part pour vraiment éviter qu'on vive un peu ces drames-là.
Direction Louga, là-bas la campagne de commercialisation de l'oignon a démarré depuis mi-juin, mais dans la zone de Potou, la production tarde à s'écrouler. Plutôt, les producteurs affiliés à l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal tirent la sonnette d'alarme. Leur production commence à pourrir entre leurs mains. Reportage à Potou, Nafissa Toundiaï. Inquiets et ne sachant plus à quel sein se vouer, les producteurs d'oignons de Potou attendent acheteurs. Des tonnes de productions horticoles sont invendues, en plus de leurs difficultés de conservation. Ali Boy, membre de l'APACEN, l'association pour la promotion des produits horticoles du Sénégal, explique leur désarroi. Une grande quantité de l'oignon local cultivé à Potou est pourri. On a du mal à payer les travailleurs et la banque aussi. Et depuis l'arrivée du président Diomaye, on n'a pas encore vu quelque chose de concret allant dans le sens de remédier à nos problèmes. Ces petits producteurs dénoncent la concurrence déloyale des grands producteurs appelés agrobusinessmen. Nous subissons la concurrence déloyale des agrobusiness s'y ajoute l'oignon importé. On a également un problème pour stocker la marchandise. Ils attendent dans la foulée des arbitrages des ministères du Commerce et de l'Agriculture pour mener à bien leurs activités. Nafissa Toundiaï, Louga, Radio Futur Média. À Keur Sambakan, dans le département de Bombay, les populations réclament la livraison du domaine agricole communautaire. Elles dénoncent aussi l'exploitation d'une carrière qui pollue l'atmosphère dans la localité qui ne dispose d'aucune structure de santé fonctionnelle. L'association pour le développement de Keur Sambakan invite les autorités à se pencher sur les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Babacar Diouf. L'inquiétude plane sur cette partie du département de Bombay. Les carrières d'extraction de sable et de pierres ont fini de dégrader la presque-totalité des terres cultivables. Cheikh Ndiaye, membre de l'association pour le développement de Keur Sambakan. La carrière de Keur Sambakan, située plus exactement à Ndiarno, qui est surexploitée par des camions, des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, l'environnement est menacé, mais également les riverains sont pollués. Ce n'est pas le seul problème. À Keur Sambakan, la santé y est aussi précaire. Nous sommes confrontés d'abord à un problème de personnel, mais également à un problème d'infrastructure. Parce que Keur Sambakan aujourd'hui, c'est une commune qui regroupe 57 villages. Donc nous devrions avoir un centre de santé. Or, nous ne disposons qu'un seul poste de santé. Donc ça ne reflète pas les normes de l'OMS. La livraison du domaine agricole communautaire est aussi une de leurs préoccupations. Nous attendons le tract de Keur Sambakan qui avait suscité beaucoup de lueurs d'espoir. Mais jusqu'à présent, comme vous le savez mieux que moi, les promesses sont nombreuses, elles sont vraiment attendues depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, elles tardent à se réaliser. L'association pour le développement de Keur Sambakan a procédé au reboisement et à l'entretien du réseau d'éclairage public. Bombay. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, vous suivez la radio Futur Média, il est midi 8 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans le secteur de l'éducation, ils sont environ 2500 agents, maîtres d'enseignement technique et professionnel à réclamer le reversement dans la fonction publique et l'ouverture de passerelles de formation professionnelle. Face à cette situation qu'ils qualifient d'injuste autour d'un collectif, ces agents ont exigé la reconnaissance de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de travail. Demande formulée à l'endroit du ministère de la formation professionnelle. Le coordinateur du collectif, Cheikh Dianka, au téléphone avec Koumba Sandiane Faye. Nous subissons une injustice par rapport à notre statut. Pour pure et simple raison, les centres de formation professionnelle sont au même titre que le moyen secondaire. En plus, les apprenants que nous formons ont le niveau 4 moyen secondaire pour subir 3 ans de formation. Alors, on nous classe toujours dans la hiérarchie B3, c'est-à-dire celle des instituteurs. Ce qui est injuste et anormal. Nous avons déposé un mémorandum au temps du ministre Dame Diop. On l'a fait avec Maria Massar. Récemment, on a déposé un document technique à notre ministre Amadou Ndiaye Sarré. Mais malheureusement, il n'y a pas encore une réaction. Nous déplorons jusqu'à notre dernière énergie ce mutisme et ce manque de sérieux de notre ministère. Et nous ne tarderons pas à passer à la vitesse supérieure. Dans le secteur de la santé, les travailleurs du SAMU national vont observer une grève de 3 jours à partir de demain, mercredi. Ces travailleurs qui étaient en conférence de presse donnent ici les raisons de leur mouvement d'humeur au micro de Koumba Sandiane Faye.
Mohamed Traoré. On a observé trêve de 2 mois pour entamer des négociations avec les autorités. À la suite de ces négociations, nous n'avions pas eu de réponse favorable jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas eu d'appel venant des autorités et 16 de nos points de revendication n'ont pas été tenus en compte. Maintenant, dans ce sens, nous avons décidé d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur cette situation et décidons de partir à grève pour une durée de 3 jours à compter de demain, le 7 août 2024 à 8h. La raison, c'est le fait d'avoir pas eu de réponse favorable face à nos revendications qu'on a déposées depuis le 26 février passé. Parce que les autorités sont animées de mauvaise foi. Ils ne veulent pas régler le problème. Donc, c'est des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Donc, il y a les non-paiements de Covid, il y a les non-paiements de nos primes NEPAD. On n'a pas d'heures supplémentaires. Nous n'avons pas, au niveau du SAMU national, de service de médecine du travail pour les travailleurs qui commencent à développer des pathologies d'hypersollicitation, lombalgie, hernie discale et autres. Nous n'avons pas de tenue de protection contre la pluie, vu qu'on est en période d'hivernage. Dans le secteur de la santé, toujours un nouveau poste à l'international pour le docteur Abdoulaye Bousso. L'ancien directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire est recruté par l'OMS Afro. Il est chargé de coordonner les urgences sanitaires en Afrique. Le docteur Abdoulaye Bousso va rejoindre cette semaine le siège de l'OMS Afro à Brazzaville au Togo. Dans le secteur du tourisme, le développement du secteur, un nouveau plan d'action annoncé. Le nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique annonce donc la construction d'une maison du tourisme pour informer et guider les touristes. Cette maison sera implantée dans chaque zone touristique. Annonce faite à Fatik Aminata Goudiaby. Le produit touristique sénégalais doit être mieux vendu, mais il faut d'abord un plan d'action de développement du secteur. Des potentialités énormes, il y en a dans les 6 pôles du Sénégal, dont le Sine Saloum. Adam Ndiaye est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique. Le Sine Saloum est naturellement une zone écotouristique. Nous avons surtout un foisonnement socio-ethnique extraordinaire, ce qui donne déjà une diversité de l'offre culturelle. Et donc choisir cette région du Sine Saloum, c'est déjà la positionner au niveau écotouristique, qui est l'un des produits aujourd'hui qui progresse le mieux, pas moins de 5% au niveau international. Le Sénégal ayant un potentiel énorme dans ce sens, je pense que devrait davantage se positionner sur ce segment. La SPT a un plan d'action à dérouler entre 2025 et 2026. Beaucoup de projets à mettre en œuvre pour améliorer l'attractivité dans les pôles touristiques. Un atelier de partage avec les acteurs s'est tenu à Toubacouta dans le département de Foundiougne. Nous souffrons d'une bonne visibilité au niveau des pôles. Et dans cette visibilité, il y a déjà la signalétique qui fait défaut. Il y a l'organisation également qui fait défaut. Il y a également des aménagements. Bien vrai que nous n'avons pas des prérogatives de faire des aménagements d'envergure, mais nous pouvons appuyer toutes les initiatives au niveau local qui ne seront pas que des initiatives touristiques, mais artisanales également. Un projet également important pour l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, l'implantation des maisons du tourisme dans les différents pôles. C'est une structure qui a comme rôle d'informer et de guider les touristes. Une maison qui va avoir 3 offices. Un bureau de convention, un bureau d'accueil d'information et d'orientation touristique et un bureau dédié à des expositions permanentes pour toute l'offre touristique dans sa diversité artisanale et culturelle aussi. Plusieurs autres initiatives sont annoncées par le nouveau directeur général de la SPT. La qualité de l'accueil et du service dans les hôtels et autres campements doit être aussi améliorée. La formation des acteurs est donc une nécessité. Aminata Goudiaby, Fatik RFM. L'actualité politique. D'abord, cette sortie du ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire contre les pourfendeurs du projet à Bambey. Alioune Dione a dénoncé une cabale contre le référentiel économique du nouveau régime et demandé aux jeunes de PASTEF de le défendre. Alioune Dione au micro de Babacar Diouf. Il n'y a pas une forme d'injustice qu'ils n'ont pas utilisée. Toutes les formes d'injustice ont été utilisées. Malgré ça, nous sommes venus avec l'aide de Dieu au pouvoir. Donc c'est Dieu qui a voulu que malgré toute cette force que nous soyons là, c'est ce Dieu qui va nous accompagner. Car nous avons le meilleur gouvernement de l'histoire du Sénégal. Nous avons à la tête 2 hommes qui incarnent les modèles dont nous avons toujours rêvé, à savoir son Excellence Bassirou Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Des hommes de rectitude, des hommes de rigueur, des hommes de science. C'est un gouvernement qui travaille dans la science. C'est un gouvernement de résultats, comme le président l'a dit, et réitéré par le Premier ministre. Donc si nous avons ça, nous devons avoir le courage, la détermination, l'abnégation d'accompagner ce projet de société. Car pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on a un projet de société. Jamais nos prédécesseurs n'avaient parlé de projet de société. Le Sénégal n'avait pas de projet de société. C'est la première fois. Tout à l'heure, je l'ai dit.
je ferai 3 fois plus que tous mes prédécesseurs au niveau de mon département. Et c'est valable pour l'ensemble des ministres de la République. Donc, soyez rassurés, Inch'Allah, le bateau arrivera à bon port et que ceux qui clament, que ceux qui crient, ils vont continuer à crier parce qu'ils ont désespéré, parce qu'ils ont été ce qu'on appelle dans la théorie des relations internes, les traîtres à l'intérieur, par qui il faut passer pour déstabiliser ce pays, et ça ne passera pas. Pendant ce temps, une grogne est notée au sein de la coalition Diomaye président à Kaolack. Certains responsables s'offusquent du traitement qui leur est réservé et réclament leur part pour le développement de la région qui, selon eux, est laissée en rade. Fatumbo pour le compte-rendu de leur conférence de presse. Kaolack est laissé en rade, Kaolack est orphelin de leader. Sans leader, 6 mois après l'élection présidentielle, certains membres de la coalition Diomaye président s'indignent de la situation de Kaolack qui peine à recevoir sa part du gâteau. Ces responsables interpellent le chef de l'État et de son premier ministre. Nous, Kaolackois, on réclame une nomination. Le président a une redevabilité envers la population kaolackoise. Il y a eu quand même des pertes de vies humaines, mais ça ne doit pas rester impuni. Qu'est-ce que Kaolack a fait pour mériter tout ce sort? Nous attirons l'attention du président de la République et de son premier ministre. Certes, tout le monde ne peut pas avoir une nomination, mais il y a le strict minimum. Un projet longtemps préservé et défendu au prix de leur vie, soutient Pape Silmaha, le coordonnateur du collectif national Art Sunu Projet, s'offusque de la tournure des événements. Nous avons fait la prison. Il y en a qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qu'on a affecté de gauche à droite. On s'est battu. Mais aujourd'hui, je peux dire que... Mais il faut me dire, il y a des gens qu'on a nommés, mais ils n'ont rien foutu dans ce projet. Ils se disent tout de même déterminés à protéger et accompagner le dit projet pour un Sénégal émergent. Avec un écart de 31 241 voix, la coalition Diomaye président a eu un taux de plus de 56% dans la région de Kaolack le 25 mars dernier. Une victoire qui pousse les militants à réclamer plus de considération aux leaders et dénonce les affectations abusives de certains responsables de PASTEF du Saloum. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. L'actualité religieuse avant de boucler cette première partie. Ce mardi marque le premier jour du mois de Safar, annonçant ainsi le début des préparatifs du Grand Magal de Touba, événement religieux qui sera célébré le 23 août. Il est attendu ce soir une déclaration du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le thème du Grand Magal de Touba est l'éducation des populations face à la mondialisation et à ses péripéties. RFM. L'actualité internationale. Bien, bonjour Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. Le micro qui ne fonctionne pas encore. Bonjour. Bonjour Georges Détier. Ah, il faudra changer de micro. La page internationale qui nous mènera en Mauritanie, en Algérie, aux États-Unis, entre autres, à midi 13 minutes, 18 minutes plus tôt. Tout est réglé maintenant. Bonjour Anna. Bonjour Georges Détier. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Ah, ça ne fonctionne toujours pas. Bienvenue Anna Rochas. Merci beaucoup Georges Détier. Alors, on démarre par la Mauritanie. Le Premier ministre a dévoilé ce matin la liste du nouveau gouvernement. Un nouvel attelage gouvernemental marqué par des changements significatifs censés refléter la priorité accordée par le président Razouani à la jeunesse, à la formation professionnelle, à l'éducation, mais aussi au développement local. À Nouakchott, les précisions de Mohamed Diop. Lors de sa campagne électorale, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Razouani s'était engagé à consacrer son second mandat de 5 ans à la jeunesse, ce qui se reflète dans la composition du nouveau gouvernement. 2 ministères ont été fusionnés, la jeunesse et des sports avec celui de la fonction publique. Ce nouveau ministère est désormais dirigé par le jeune Mohamed Abdellah Louli, qui était auparavant ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, un poste qu'il cède à un autre jeune, Ahmed Salem Ebod. Cependant, les ministères régaliens, même s'ils changent de nom, sont toujours gardés par l'ancienne génération.
Ainsi, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur devient ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, toujours gardé par Mohamed Salim Ould Merzouk. Le ministère de la Défense nationale est rebaptisé ministère de la Défense et des Affaires des retraités et des fils de martyrs, sous la direction continue du général Hanana Ould Sidi. Et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est désormais appelé ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, toujours confié à Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Au total, la nouvelle équipe gouvernementale compte 29 membres, dont 11 issus du gouvernement précédent. Certains conservent leur poste, tandis que d'autres changent de portefeuille. Les femmes représentent 17% du gouvernement, avec 5 ministres. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. En Algérie, 3 prétendants à la présidentielle placés sous contrôle judiciaire pour corruption politique. Selon le journal Le Monde, Saïda Neza, Belkacem Sali et Abdelhakim Hamadi sont accusés d'avoir acheté des parrainages d'élus. Leurs dossiers de candidature ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. C'est dimanche dernier qu'ils ont été entendus par un juge du pôle pénal économique et financier. Ils ont échappé au mandat de dépôt, mais ce n'est pas le cas pour 68 autres accusés, notamment des élus locaux poursuivis également pour corruption dans cette opération de collecte des signatures en vue du scrutin présidentiel du 7 septembre prochain en Algérie. Koumba Sandiane Faye. Selon le juge d'instruction Lotfi Boudiéman, cité par le journal Le Monde, des élus auraient avoué avoir reçu des sommes d'argent allant de 135 à 202 euros en contrepartie de la signature de formulaires de parrainage au profit de candidats à la candidature. Le parquet a indiqué dans un communiqué qu'une information judiciaire avait été ouverte à l'encontre de ces prétendants pour trafic d'influence sur les 13 dossiers de candidature déposés auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Seuls 3 ont été retenus, celui du président sortant Abdelmajid Tebboune, celui du candidat du mouvement de la Société pour la paix et celui du Front des forces socialistes. Aux États-Unis, Kamala Harris est officiellement la candidate démocrate pour la présidentielle américaine. La vice-présidente américaine a obtenu 99% des votes des délégués démocrates après 5 jours de vote en ligne qui s'est clôturé hier soir. Elle succède donc à Joe Biden qui s'est retiré de la course à la présidentielle le mois dernier. Kamala Harris a rattrapé son retard face à Donald Trump dans les intentions de vote et a pu collecter de grosses sommes d'argent pour sa campagne électorale. On termine au Bangladesh, Georges, où au moins 109 personnes sont mortes lors des affrontements hier lundi, une journée marquée par la fuite à l'étranger de la première ministre. Un bilan revu à la hausse par la police. C'est la journée la plus meurtrière depuis le début des manifestations contre les quotas d'embauche dans l'administration début juillet, avec un nombre total de 409 morts selon un bilan de l'AFP repris par RFI. Merci Alain Rocha, c'était la page internationale. RFI Sport. Une autre page, celle des sports. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Georges. On démarre par les phases nationales des Navétanes, phases qui vont se dérouler cette année à Diourbel dans le Baol. Après le retrait de la ville et de la région de Matam, les responsables de l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances l'ONCAV a décidé de choisir la région de Diourbel pour organiser ces phases nationales. Ces compétitions vont se dérouler du 31 août au 14 septembre prochain. Selon le président de l'ONCAV, tout sera fin prêt pour une bonne organisation. Amadou Kane était ce matin l'invité de RFM Matin. Avant d'abord de choisir cette période-là, nous avons fait une réunion, on s'est concerté avec qui le droit. Nous nous sommes rendus compte que d'abord, le 31 c'est après le Magal et le 14 c'est avant le Gamou. Ça c'est la première chose. La deuxième chose est que durant tout le mois d'août, nos camarades de Diourbel pourront déjà organiser le championnat. Donc lorsqu'on viendra, on va trouver qu'ils ont déjà fonctionné durant un mois. Du 1er jusqu'au 31 août, ils ont la possibilité d'organiser. Donc ça a été très bien planifié et il n'y aura aucun chevauchement, il n'y aura aucune gêne, n'est-ce pas? Et l'organisation, s'il plaît au bon Dieu, sera parfaite. C'est du 31 août au 14 septembre. Vous savez, Bambé déjà, c'est un stade rénové. Alors Mbaké déjà est fonctionnel, mais comment Diourbel sera fonctionnel après. Mais avant que Diourbel soit fonctionnel, on va commencer le championnat
championnat quelque part dans la région. Voir un terrain qui est clôturé, n'est-ce pas, qui a une grille de protection, n'est-ce pas, organisé. Et ça aussi, on l'a déjà vérifié. Nous avons vu qu'effectivement, il y a une possibilité. Ça, c'est du point de vue sport. Du point de vue culturel aussi, il y a des sites que nous avons recensés, n'est-ce pas, et dans ces sites-là, on pourra organiser des manifestations culturelles. Du point de vue hébergement aussi, nous pensons que, vous savez, entre Diourbel, Mbacké et Bambey, c'est pas de longue distance, n'est-ce pas, on a possibilité de loger et les ASC et les officiels dans les 3 départements. Saint-Louis qui prépare sa finale régionale. Sa finale régionale prévue samedi prochain, occasion pour les Saint-Louisiens de demander aux autorités d'installer et de mettre en place des infrastructures sportives de qualité. Appel donc relayé par le parrain de cette finale qui est par ailleurs également le PCA de la Sayed Amadou Niang qui demande aux autorités d'installer de nouvelles structures sportives dans la région de Saint-Louis afin de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Il invite ainsi les jeunes au Stade Mor Wade pour une belle finale. Amadou Niang que nous avons rencontré ce matin. Nous voudrons d'abord offrir cette opportunité à la jeunesse de manifester leurs besoins. Si nous réussissons de faire des grandes fêtes, de pousser les jeunes, les populations de Saint-Louis à s'intéresser, à être autour des équipes de la région, je pense que ça pourrait être une source de motivation pour les autorités à regarder de plus près le gap d'infrastructures que nous avons. Il ne s'agit pas de Saint-Louis seulement, je veux dire à Podor, à Dagana, dans la région. Nous avons un manque criard d'infrastructures sportives, ce qui fait que les activités sportives peuvent être délaissées. De créer cet engouement autour de ce championnat régional est pour nous une façon d'attirer l'attention des autorités publiques pour venir en aide à ce football régional qui souffre plus particulièrement de manque de moyens. Comment on peut vous préparer cette finale qui est un grand rendez-vous pour la jeunesse saint-louisienne? Vous savez, ce type de rendez-vous pour nous est très très important parce que nous voulons raffermir les liens de solidarité et de camaraderie entre les jeunes. Cette fraternité se manifeste très souvent dans les championnats populaires de Nawetan et nous voudrons donner le même cachet à ce championnat régional qui est quand même l'antichambre de la Ligue 2 et de la Ligue 1 et pousser les jeunes à s'intéresser au football sénégalais de haut niveau. En s'intéressant au championnat régional, ils vont commencer à s'intéresser à la Ligue 2 et à la Ligue 1. Aujourd'hui, nous avons des équipes de Richard Toll, de Gandiol qui ont pour ambition d'aller en Ligue 2 et d'aller en L1 peut-être après. Ce que nous avons rarement eu dans le paysage sénégalais, des petites communes porter des équipes qui jouent dans l'élite. Une grande fête donc du football de la région de Saint-Louis qui est prévue samedi prochain au Stade Mor Wade à Saint-Louis. Saint-Louis, la belle ville, ta belle ville. Merci Malal Junior Diane. Les sports, c'est également les Jeux Olympiques à Paris 2023. 2024 plutôt, les actualités des JO, ce sera dans le journal des JO 2024 avec Solatiam, ce sera après la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le Sénégal, le risque d'un décrochage. L'Observateur alerte dès sa première page sur la base du rapport de la Direction de la prévision des études économiques. Le confrère note que le risque d'engrenage économique est là. Partout ça flanche, l'économie se porte mal, les clignotants tendent vers le rouge. Ce sont là les conséquences de la crise russo-ukrainienne, des tensions géopolitiques, du cours du pétrole et des choix économiques des nouvelles autorités. Il y a un risque réel lié à une baisse de 50% de la production de pétrole et de gaz. Pour expliquer la situation économique du pays, Ousmane Sonko a pointé la gestion du régime précédent. Nous avons trouvé un État en ruine, a-t-il soutenu. Bougane Gueye Dany n'est pas d'accord et il le signifie dans le journal Tribune. Selon le leader de Gomsabop, Ousmane Sonko a tout faux et de demander comment peut-il déclarer avoir hérité d'un Sénégal en ruine alors même que le FMI nous parlait récemment de surfinancement. Ousmane Sonko doit nous dire la vérité à ce sujet. Source informe ce matin que les travailleurs de l'aéroport AIBD sont toujours sans salaire. Une réunion est prévue aujourd'hui pour tenter de trouver une solution. La polémique sur le voile, Sud Quotidien alerte, on est en terrain miné. Pour Aléutine d'Africa Jom Center, l'État du Sénégal doit absolument veiller à restaurer la sérénité et privilégier surtout le dialogue. En attendant, les imams et prédicateurs apportent leur soutien à Ousmane Sonko. Il en rajoute une couche, écrit d'ailleurs l'AS. Bés bi le jour nous dit que Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale, et Abbé
André Latyr se connaissent, les deux, leurs chemins se sont croisés. Le confrère rappelle qu'en 2009, l'abbé avait réagi à l'offense d'Abdoulaye Wade contre l'Église et c'est le ministre de la Communication, Guirassy, qui était au front. 15 ans après, André Latyr donc attaque, le ministre de l'Éducation réplique. Commentaire de Sucré Salé du quotidien. Il s'agit là de friction religieuse, ce qui avait commencé comme une parole non contrôlée de la part d'une personne apparemment non consciente du pouvoir que lui confère son autorité est en train de virer à une guerre religieuse à l'échelle du Sénégal. En attendant de finir comme un pogrom religieux, s'interroge le confrère. Les apprentis sorciers qui ont allumé ce feu feraient mieux de se raviser et de repréciser leurs pensées dans le sens de l'apaisement. Autrement, indique le confrère, ils ne seront pas les derniers perdants dans l'histoire. Ce pays est trop grand pour se casser pour les caprices d'un Caligula frustré, que tous le comprennent, fulmine encore le commentateur. Le politiste Amidou Anne écrit dans le quotidien ce qui suit. Depuis quelques années, de nombreux compatriotes qui n'ont pas cédé à la tyrannie verbale alertent sur l'affaissement de la République et les pulsions velléitaires d'individus mus par le besoin de tout conflictualiser pour récolter des dividendes électoraux sur l'autel du face-à-face permanent entre les Sénégalais. Des dirigeants incompétents et incultes fondent leur ascension politique sur l'instrumentalisation de la violence verbale et physique. Le sectarisme, le régionalisme et l'islamisme sont des instruments au service d'un projet dont l'ADN est le populisme. Vieux Savané, pour sa part, dans le journal Sud Quotidien, parle de la laïcité à la sénégalaise. Il en dit ce qui suit. Eh bien, si derrière tout ce tintamarre s'exprimait un désir d'émancipation vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, disons-le tout de suite, eh bien, la voie choisie est celle d'une paresse confortable. La souveraineté tant chantée ne saurait en effet se résumer à une posture déclamatoire. Elle est un comportement, un combat qui consiste à se donner concrètement les moyens de son autonomie et de son indépendance. Et cela ne pourra se faire que par une exaltation de la valeur travail, de l'éthique et de la morale, élu pour exécuter le programme qu'il a vendu à ses compatriotes. Le président de la République et le gouvernement qu'il a mis en place sont au service de leur pays. Ils ne sont pas la République, mais ses serviteurs. Fin de citation. À la une des journaux aussi, cette dissolution très prochaine de l'Assemblée nationale, plus que la date à déterminer avec exactitude. Le président Bassirou Diomaye Faye travaille d'ailleurs à fond pour ce faire. Après l'Observateur, enquête relève ce matin que le chef de l'État a saisi officiellement le Conseil constitutionnel pour avoir une idée de la bonne date à retenir pour connaître avec exactitude la période pendant laquelle il est interdit de dissoudre l'Assemblée nationale. En ligne de mire, en tout cas, les législatives, Walfatri en profite pour nous dire que le projet de passer fait à l'épreuve des listes. Le journal pointe ces contradictions qui pourraient être potentiellement destructrices pour le parti d'Ousmane Sonko. À la une du journal Le Soleil, sécurité lutte contre la criminalité transfrontalière, l'axe Dakar, Banjul au beau fixe. Le journal Le Soleil note que le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu le vice-président Mohamed Diallo. Les deux sont pour une revitalisation du secrétariat permanent au sujet des camions sénégalais bloqués à la frontière. Eh bien, il y a une promesse de résolution, indique encore la publication. Bonne nuit à tous. Merci Mohamed Ali Mouba. Nous accueillons dans ce studio Soda Thiam. Bonjour Soda. Bonjour Georges Détidjo. Le micro passe pour le journal des JO Paris 2024. Très bon journal. Merci. Merci Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de ce midi. Meïssa Mbaye à la digitalisation. Merci Aliou Bah à la production. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. À 13h, retrouvez Famodion pour le journal en Wolof. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Merci à Georges Détidjo. Bonjour et bienvenue à ce 12e numéro du Journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Abdoulaye Diop et la technique Meïssa Mbaye Digital.
Mardi 6 août, un athlète sénégalais en lice repêché hier, Cheikh Tidiane Diouf, sera sur la piste à 17h35 GMT pour chercher une place en finale du 400 mètres hommes. Le sprinter sénégalais est revenu sur son repêchage au micro de l'envoyé spécial du groupe Futur Média, Idrissa Sané. Comme vous l'avez évoqué, c'était un peu difficile pour le repêchage parce que je n'avais pas beaucoup de temps de récupération. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai pu faire la course en terminant deuxième de ma série. Je suis satisfait parce que j'ai égalé mon record personnel. Mais mon objectif, c'était de battre le record du Sénégal détenu par Amadou Gakou. Mais j'espère pouvoir le faire lors des demi-finales. Oui, j'avais plus confiance en moi lors de la première course, mais sachez que c'est difficile parce que j'étais dans le couloir 1 et là tu es obligé de te battre pour éviter d'être largué. Ces efforts que j'ai fournis pour être dans la vague qui m'a un peu fatigué, mais alhamdoulilah, on prépare la demi-finale et je vais retrouver le même couloir, mais cette fois-ci je saurai comment m'y prendre pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Je reste confiant et optimiste. C'était Cheikh Tidiane Diouf qui sera en piste alors cet après-midi. Merci à Aliouba pour la traduction. Deux autres Sénégalais qu'on va retrouver demain. Il s'agit de Louis-François Mendy pour les demi-finales du 110 mètres et Bokar Diop qui sera en lice pour le taekwondo en début de matinée au Grand Palais. Pour sa première participation, le taekwondoïste sénégalais n'a pas eu de très bonnes conditions de préparation, mais le président de la fédération espère qu'il pourra décrocher une médaille pour le Sénégal. Ababakar Fall au micro de Youssouf Bodian. Nous avons, nous, deux athlètes qualifiés, dont l'un aux Jeux Olympiques et l'autre aux Jeux Paralympiques. Donc c'est Bokar Diop qui est sur les Jeux Olympiques. La préparation n'a pas été tout à fait ce que nous aurions souhaité qu'elle soit, parce que le programme que nous avons concocté, nous n'avons pas pu le dérouler tel qu'on aurait souhaité le dérouler. Finalement, on a pu trouver une stratégie pour vraiment le préparer ici, parce que même lui, pour sa qualification, il a été exclusivement préparé au Sénégal. Mais après, derrière, pour la préparation des Jeux, c'est un autre level avec d'autres dispositifs qu'il faut mettre en place pour garantir une performance, en tout cas mettre l'athlète tout au moins dans les conditions de performance. Ça, nous n'avons pas pu tout mettre en place, mais bon an mal an, ils ont séjourné ici à Arène Nationale de manière continue sur quelques mois pour leur permettre au moins de sortir de leur environnement familial, d'être dans un autre environnement. Nous avions le matériel aussi électronique avec lequel ils vont aller participer aux Jeux. Nous avons essayé, à défaut de pouvoir aller hors du pays pour les préparer, d'amener un peu les outils ici pour les préparer et nous prions pour que Dieu leur accorde une médaille à ces Jeux olympiques. Et quels sont les objectifs que vous leur avez assignés pour cette? D'abord, c'est la participation. Mais nous savons que c'est un vrai athlète qui a une grande volonté, un grand cœur et il est bien encadré avec un coach qui a suivi tous les processus de formation, qui aujourd'hui est coach olympique. Nous espérons qu'ils pourront décrocher une médaille à ces Jeux olympiques. À présent, donc, les sports collectifs que nous démarrons avec le handball chez les dames. On joue les quarts de finale et retenez que Danemark a éliminé Pays-Bas 29-25. Le match France-Allemagne est en cours et c'est très serré actuellement. C'est la France qui est devant avec un 18-16. Tout à l'heure, Hongrie fera face à Suède, Norvège, Brésil. Chez les hommes, on va jouer les quarts de finale demain avec une rencontre Espagne-Égypte qu'il faudra donc suivre de près. Basketball chez les hommes, on joue également les quarts de finale ce mardi. L'Allemagne qui vient d'éliminer donc la Grèce 76-63. Serbie fera face à Australie, France, Canada, Brésil, États-Unis. Et chez les dames, on joue les quarts de finale demain avec la rencontre Nigeria-États-Unis à 19h30 GMT. Football concernant donc les demi-finales. Hier, les deux équipes africaines
sont éliminés. Il s'agit donc du Maroc battu par l'Espagne 2-1 et l'Égypte aussi qui a perdu face à la France 3-1. Donc on aura une finale bronze 100% africaine, Égypte-Maroc jeudi et la finale la France donc qui va affronter l'Espagne vendredi pour l'or. À présent, donc, on va passer aux dernières actualités des Jeux Olympiques Paris 2024. Les États-Unis en tête du classement des médailles et le Suédois Duplantis bat le record de la perche avec une performance de 6,25 m. Voyons tout cela avec Boubacar Dieng. Sans surprise, Duplantis garde l'or et bat encore le record du monde à la perche qui est désormais de 6,25 m. Le Suédois était fort, bien trop fort devant ses adversaires. D'ailleurs, c'est avec une facilité déconcertante qu'il a remporté son deuxième titre olympique. Pendant que Duplantis défie les lois de la gravité, Kaouli Vaste affronte les vagues et donne au surf français son premier titre olympique. Première médaille également du sport tahitien. Le prodige tahitien du surf a pris l'ascendant sur la série dès sa première vague notée 9,50 pour finalement obtenir un total de 17,67 contre les 7,83 de Jack Robinson, résigné lors des derniers instants. En athlétisme, Béatrice Chebet, 2 fois médaillée mondiale mais jamais au JO, remporte son premier titre olympique. La recordwoman du monde kenyane du 10 000 mètres a été sacrée championne olympique du 5000 mètres en 14 minutes 28 secondes 56 centièmes. Derrière elle, la Kenyane double championne olympique du 1500 mètres, Faith Kipyegon, disqualifiée dans un premier temps pour obstruction à 800 mètres de l'arrivée. Elle s'était bousculée avec l'Éthiopienne recordwoman du monde Goudaf Segeye, finalement 8e. La double championne olympique à Tokyo en 5000 mètres et 10 000 mètres, la néerlandaise Sifan Hassan prend la médaille de bronze pour le premier acte de son défi fou avant les 10 000 mètres et le marathon. Médaille assurée pour les Bleus, l'équipe de France de Thierry Henry rejoint l'Espagne en finale du tournoi olympique en battant difficilement 3-1 l'Égypte au bout de la prolongation. Avec cette victoire, ils ont validé une première médaille pour le foot masculin depuis 40 ans. La petite finale sera 100% africaine. Elle se joue entre l'Égypte et le Maroc. Joe Biden ne sera pas présent à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Pour représenter le gouvernement américain auprès des athlètes, la Maison-Blanche annonce dans un communiqué un voyage diplomatique de Douglas Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, se rend à Paris à partir de demain 7 août. Il va représenter l'administration de Joe Biden auprès de la délégation américaine jusqu'à la cérémonie de clôture des JO. Au tableau des médailles, les États-Unis caracolent en tête avec 79 médailles, dont 21 médailles d'or, suivi de la Chine qui a 21 médailles d'or. La France occupe la 3e place avec 13 médailles d'or. Venons-en aux faits marquants des Jeux Olympiques. Le 24 septembre 1988, le sprinter canadien Ben Johnson a remporté l'épreuve du 100 mètres aux Jeux de Séoul tout en établissant un nouveau record du monde. Quelques heures plus tard, le CIO lui a enlevé sa médaille d'or pour cause d'usage de stéroïdes anabolisants. Retour sur l'affaire Ben Johnson, le plus grand scandale de dopage de l'histoire des Jeux Olympiques chez les hommes avec Pape Malik Diaw. On avait le sentiment qu'il était pas clean. Le départ est bon, c'est Johnson qui est bien parti. Johnson, attention dans le couloir numéro 1. Johnson est en tête, c'est Johnson. Réussite, Ben Johnson, médaille d'or. Et il y a même... Victoire du moral, victoire du mental. 9,79, c'est incroyable, c'est incroyable. Oui, il était le héros de cette course aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Son nom, Ben Johnson, le sprinter canadien, décrochait ainsi la médaille d'or en battant son propre record du monde 9,79 à l'épreuve du 100 mètres, surtout devant un certain Carl Lewis. Un grand moment pour le Canada, disait Bruni Surin, à l'époque athlète de saut en longueur canadien dans ces Jeux. Partout ce qu'on allait après, c'était Canada. On était comme les kings, malheureusement. Après,
c'est comme la grosse ballonne qui a comme crevé. Effectivement, la gloire fut de courte durée, avec des rumeurs qui feront surface tout de suite après. Et c'est pas Alain Gravel, journaliste aux Jeux Olympiques de Séoul, qui dira le contraire. Il y a une rumeur qui circule, c'est l'agence France-Presse qui avait publié en scoop, c'était quand même assez étonnant. Vous avez eu une information comme quoi Johnson avait été disqualifié. 3 jours plus tard, c'est la désillusion. Il passe de héros à 0. Ben Johnson est disqualifié pour dopage après avoir été contrôlé positif aux stéroïdes. Les médias canadiens sont dégoûtés. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est un jour triste pour le sport canadien, pour le Canada. Ben Johnson a joué à la roulette russe et il a tout perdu. Les tests sont clairs. Ben Johnson a pris du stanozolol. Alors Johnson est coupable, mais il s'est fait pincer, c'est le drame. Ce dernier doit alors rendre ses médailles, ce qui ne tarde pas d'ailleurs, mais il avait le soutien de ses compatriotes canadiens. Ben Johnson était seul au monde face à cet obstacle. J'étais pas loin de lui, je le regardais un peu de profil. J'avais mal pour lui. C'est quelqu'un qui, sûrement, il doit dire, j'aimerais ça retourner en arrière puis le faire clean, mais c'est too late, trop tard. L'athlète canadien tentera tout de même de revenir sur le devant de la scène en 1992 aux Jeux de Barcelone, mais en vain, puisque seulement un an après, il sera encore contrôlé positif aux stéroïdes. Merci à Pape Malik Diaw qui met en terme à ce 12e numéro du Journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Merci également à Youssouf Bodjan, l'envoyé spécial du groupe Futur Média Idrissa Sané. Côté technique, Abdoulaye Diop, Aliouba, Maïsambay Digital, Sodecha Mété au micro. Rendez-vous à 13h pour le journal en Wolof.